DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. C'est une des fonctions les plus intéressantes et les plus passionnantes qui puissent être données. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Marion, directrice des affaires juridiques. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une fonction qui effraie vos interlocuteurs ? Alors très souvent, quand on se présente comme directeur des affaires juridiques, on sent une crispation chez l'interlocuteur parce que très souvent, il y a une représentation de la fonction juridique comme celui qui est un empêcheur de tourner en rond, voire parfois pire, qui peut être dans la dénonciation ou en tout cas va trouver toutes les raisons de ne pas faire quelque chose. Ça, c'est un réflexe qui est très bien ancré et un réflexe qu'on essaye de combattre parce que la manière dont on appréhende le droit au sein de la direction des affaires juridiques du ministère, la DAJ, est plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et, en ultime recours, indiquer la ligne rouge qui serait une violation flagrante du droit. Et ce podcast est aussi fait pour déconstruire quelques clichés. Alors, Madame la directrice, selon vos proches collaborateurs, vous restez toujours disponible et accessible malgré un emploi du temps très chargé. Vous aimez vous ressourcer en Bretagne et de manière générale, vous aimez voyager, mais visiblement pas en avion car je crois savoir que vous avez le mal de l'air. Je note également que nous avons des philosophies assez identiques, car pour vous, dire non d'emblée est un échec. Il faut savoir aller chercher l'information, se rapprocher des experts pour obtenir une réponse, ce que je fais donc ici très régulièrement. Est-ce que tout cela est exact ? Absolument, vous êtes bien renseigné. Alors merci à mes indices. Avant de poursuivre, je vais commencer par la question la plus évidente. Quelles sont aujourd'hui les missions de la directrice des affaires juridiques ? Alors, la principale mission de la directrice des affaires juridiques, c'est de faire tourner la direction des affaires juridiques, parce que c'est une direction de 180 agents à peu près. Il y a entre 15 et 20% de militaires, et la plupart sont des juristes. Donc, c'est un collectif d'hommes et de femmes qui sont des experts de leur matière, et il faut arriver à faire tourner tout ça avec de multiples sollicitations. Donc, c'est avant tout un collectif qu'il faut animer, qu'il faut faire travailler, il faut filtrer les urgences, indiquer les priorités. Donc, on est organisé peut-être pour donner une image de ce que sont nos missions et nos sollicitations quotidiennes en 4 sous-directions ou divisions. La première sous-direction, c'est la sous-direction du droit interne, qu'on appelle D2P, droit privé et public, qui s'occupe de toute la production normative, donc la construction des textes, que ce soit évidemment la LPM, mais aussi des décrets ou des arrêtés, voire des textes parfois infra-réglementaires ou l'accompagnement contractuel des différents services. On a une autre sous-direction qui est la sous-direction du contentieux, et que ce soit du contentieux disciplinaire, que ce soit du contentieux sur le renseignement, du contentieux sur les marchés publics, qui accorde également la protection fonctionnelle. On a également une sous-direction du droit international européen qui assure toute la veille et la négociation des textes européens qui intéressent la défense, qui négocie les SOFA. Les SOFA. Voilà, un premier acronyme. Les SOFA, ce sont les accords de protection des militaires qui sont négociés chaque fois qu'on projette des militaires. On essaie de les adosser à un régime de protection, que ce soit d'immunité judiciaire, que ce soit de paiement fiscal, et donc ça permet d'accompagner la projection et le déploiement de militaires dans un pays étranger. Et on a également au sein de cette sous-direction le bureau du droit des conflits armés qui conseille au jour le jour en lien avec la cellule des juristes du CPCO, donc qui est la chaîne opérationnelle de l'EMA qu'on appelle Jurops et qui au jour le jour donne des conseils sur la manière dont on fait la guerre. Et la dernière sous-direction est une division des affaires pénales militaires qui s'occupe de l'ancienne justice militaire et de toutes les interactions et les contacts avec la justice. Alors on va bien sûr détailler tout cela parce que j'ai beaucoup de questions, mais j'aimerais maintenant que l'on parle de votre vie avant le ministère des Armées, car contrairement à la majorité de mes invités, vous n'avez pas fait toute votre carrière dans le domaine militaire. Alors, racontez-nous. Alors moi, je suis membre du Conseil d'État, que j'ai rejoint à l'issue de ma scolarité à l'École nationale d'administration. Donc j'ai appris à devenir non pas tant un magistrat administratif que un juriste de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est un savoir qu'on acquiert par 4 années d'auditorat qui sont consacrées à l'apprentissage du contentieux administratif, mais qui permettent aussi, au sein des sections d'administration, qui sont celles qui conseillent le gouvernement au sein du Conseil d'État, d'apprendre à savoir comment se
construit la règle de droit, comment elle s'interprète, comment elle peut se modifier le cas échéant. Et c'est un apprentissage qui est extrêmement précieux pour la suite. Donc, au terme de ces 4 années, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un cabinet ministériel parce que je suis allée travailler au sein du cabinet du Premier ministre au moment où se faisait en 2008 la grande révision constitutionnelle. Donc, ça a été extrêmement intéressant puisqu'on a suivi une épopée parlementaire. Donc, là aussi, ça permet d'apprendre la manière dont on construit des lois, dont on construit des majorités, dont on prépare des textes et qui ne se réduisent évidemment pas à seule écriture de juristes. Encore faut-il pouvoir faire voter, consulter, associer des parlementaires. Donc, c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante. Et je suis ensuite allée à l'établissement français du sang comme directrice de la stratégie, où là, je m'occupais de promotion du don du sang, d'aspects plus administratifs. Donc, un milieu que je découvrais parce que j'ai effectivement aucune connaissance médicale a priori, mais je trouvais que c'était une très belle cause, extrêmement stimulante. Et donc, j'y ai passé 3 belles années avant de rejoindre à nouveau le Conseil d'État, où là, j'ai pu occuper différentes fonctions au sein de la section du contentieux, notamment comme rapporteur public. Le rapporteur public, c'est celui qui donne son avis à l'audience de manière indépendante sur des affaires. Donc, c'est des fonctions qui sont extrêmement pointues et enrichissantes parce qu'on est conduit à prendre la parole et à expliquer des affaires. Donc, ça aussi, ça prépare assez bien à l'exercice des fonctions que j'occupe aujourd'hui parce qu'il faut faire comprendre des enjeux juridiques à des gens qui sont parfois des requérants et pas des spécialistes du droit. Et puis, j'ai voulu retourner parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces allers-retours entre la dimension opérationnelle et puis plus, je dirais, plus intellectuelle et technique. Je suis allée à la Cité internationale universitaire de Paris où j'ai été déléguée générale de la fondation qui gère cette grande emprise au sud de Paris, ce qui m'a donné vraiment une expérience de terrain parce qu'il y a énormément de chantiers de construction à suivre. Il y a une communauté de 8000 étudiants sur laquelle il faut veiller. C'est d'autant plus compliqué qu'on est en période de Covid. Et en même temps, un premier pied dans la diplomatie parce que toutes ces maisons sont gérées par des ambassadeurs. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup d'interactions avec beaucoup de représentations diplomatiques à Paris, ce qui m'a également ouvert la dimension diplomatique des fonctions que j'occupe actuellement. Et donc, le 17 octobre 2022, vous êtes nommée directrice des affaires juridiques au sein du ministère des Armées. Quelles vont être vos premières impressions ? Alors, la première impression, c'est un moment de grande solitude. Quand on arrive à Balard, déjà pour se repérer, les premières réunions, on comprend un mot sur 2. Les fameux acronymes dont on parlait tout à l'heure, on n'y comprend pas grand-chose. Ensuite, on se rend compte qu'il y a un langage qui est tout à fait particulier, propre aux militaires. Vous envoyez un mail, on vous répond. Ça, c'est une première surprise. On vous met bien pris. Et donc, peu à peu, on s'approprie les codes de langage. Il faut aussi appréhender les grades militaires, ce qui est relativement complexe, surtout qu'on a à Balard toute la palette. Donc, entre les commissaires, l'armée de l'air, des terriens qui portent un pull bleu, ce qui fait qu'on ne comprend pas toujours à qui on a exactement affaire. Donc, il y a cette difficulté à rentrer dans un écosystème et en même temps, une grande bienveillance, une volonté permanente d'expliquer, d'accueillir, enfin de jamais partir de l'idée qu'on connaît tout. Et je trouve qu'il y a une tradition d'accueil chez les militaires qui est très ancrée et j'ai été extraordinairement bien accueillie, que ce soit dans les différents entretiens de courtoisie que j'ai pu mener. On m'a expliqué que ce soit le renseignement, que ce soit l'action d'État en mer, que ce soit les singularités des déploiements de Barkhane. Chaque fois, il y a eu beaucoup de pédagogie et beaucoup de volonté d'expliquer ce qu'on faisait et beaucoup de bienveillance. Et donc, on se sent très vite redevable de cette attention qui est accordée aux civils de la défense. Alors, récemment, dans une conférence devant des élèves commissaires, vous avez tenu à rappeler que le droit est un outil au service de l'action. Qu'est-ce que cela signifie pour vous concrètement ? Ça signifie qu'on raisonne en effet final recherché. Donc, vous voyez à quel point on s'approprie la terminologie militaire, les fameux EFR. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite à la direction des affaires judiciaires, enfin, ce que je souhaite, et je crois que c'était le cas de mes prédécesseurs, c'est qu'on se présente à nous avec une expression de besoin. On cherche pas à ce qu'on vienne avec un texte rédigé ça, c'est notre travail, d'arriver à trouver le chemin juridique. Peut-être à mettre un certain nombre de réserves en disant vous n'allez pas pouvoir passer de telle façon ou attention, il y aura telle contrainte, voilà comment on peut atténuer les inconvénients, voilà les différents passages, voilà les différents risques. Et ensuite, c'est à celui qui prend la décision de pouvoir évaluer les risques qu'on lui a présentés et choisir le meilleur chemin. Mais il faut vraiment qu'on soit dans cette posture de pouvoir
aider les états-majors, les services à produire des effets et non pas à leur expliquer toutes les raisons nombreuses pour lesquelles ils pourraient renoncer ou devraient pouvoir renoncer à ce qu'ils cherchent à faire. Alors les conflits évoluent et le droit aussi, forcément. En 2005, c'est le rythme soutenu des opérations extérieures ainsi que la complexification des missions qui avait rendu nécessaire l'adaptation du cadre juridique d'intervention des forces armées en opérations extérieures, notamment pour renforcer leur protection juridique. Jusque-là, les soldats ne pouvaient se prévaloir que de la légitime défense pour répondre à une agression, les OPEX n'étant pas précédées d'une déclaration de guerre du Parlement. Elles n'entraînaient pas l'entrée en vigueur du droit des conflits armés pour permettre l'usage de la force au-delà des limites de la légitime défense. C'est pourquoi le statut général des militaires a dû être réformé. Vous devez donc vous adapter en permanence, si je comprends bien. Alors, il faut s'adapter en permanence. D'abord parce que le contexte stratégique évolue en permanence. Et donc, vous avez évoqué les marges de manœuvre dont disposent les militaires lorsqu'ils sont projetés en opération. Il y a en droit 3 grandes bases juridiques qui permettent d'utiliser sur un territoire étranger la force armée. Il y a la légitime défense, vous l'avez évoqué. Il y a le fait d'être sur un mandat des Nations Unies, pris notamment sur le fondement du chapitre 7 de la Charte, et qui permet de donner plus ou moins de latitude pour intervenir ou faire usage de cette force armée. Et puis, ce qui est de plus en plus fréquent, notamment au cours des années 2010, il y a la demande d'un État qui appelle une armée étrangère, en l'occurrence la France. C'était le cas, par exemple, dans Barkhane, où les autorités maliennes ont demandé aux armées françaises de venir les aider à lutter contre les groupes terroristes. Et là, ça donne une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante. L'usage de la force, au-delà de la légitime défense, est autorisé par le droit international humanitaire, c'est-à-dire les règles qui régissent le droit des conflits armés. En fonction de la base légale qui justifie l'intervention des armées à l'étranger, le cadre juridique et les fameuses règles opérationnelles d'engagement qui sont définies très en amont et qui définissent, les règles d'engagement des militaires peuvent être très très variées. Et j'ai également en tête les attentats de janvier et novembre 2015 qui vont pousser le législateur là aussi à intégrer la notion de périple meurtrier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, cette notion de périple meurtrier, elle n'est pas propre aux armées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une très grande différence entre le cadre juridique dans lequel interviennent les armées à l'extérieur du territoire et celui à l'intérieur sur le territoire national. Où chaque fois qu'on intervient sur le territoire national, c'est sur la base d'une réquisition des autorités civiles et ça se fait dans les mêmes conditions que les forces de sécurité intérieure. C'est-à-dire que l'usage de la force armée, y compris lorsque ça peut avoir pour conséquence une action létale, n'est autorisé que dans le cadre de la légitime défense. Alors c'est vrai que comme il y avait une acception très étroite de cette légitime défense traditionnellement et que dans le cadre notamment des attentats où on avait un besoin des forces armées ou d'ailleurs des forces de sécurité intérieure de pouvoir interrompre et en tout cas intervenir lorsqu'on avait quelqu'un qui manifestement s'apprêtait à commettre un nouvel attentat alors même que toutes les conditions notamment de la simultanéité parce qu'on ne peut que répondre lorsqu'on est en légitime défense n'étaient pas réunies. Cette notion de périple meurtrier a permis d'élargir les possibilités d'intervention des soldats notamment qui étaient en mission sentinelle. Mais ça c'est propre au cadre juridique mobilisé lorsque les forces armées sont sur le territoire national. On a eu aussi toute une série d'interventions législatives qui ont permis de sécuriser le déploiement des forces à l'extérieur du territoire parce qu'il y avait eu une menace, un risque de judiciarisation, notamment à la suite d'Ouzbin en Afghanistan. On a aujourd'hui un dispositif juridique qui est assez complet, qui est très protecteur pour nos soldats. La première, c'est que le monopole des poursuites pour des fautes qui sont commises en OPEX est uniquement entre les mains du parquet, ce qui évite qu'il y ait des instrumentalisations par des tiers qui peuvent conduire à des ouvertures d'informations judiciaires. Donc ça, c'est une première protection de nos militaires qui sont engagés en OPEX. Par ailleurs, on a une définition des fautes pénales non intentionnelles qui tient compte, lorsqu'il faut caractériser l'absence de diligence raisonnable, des difficultés, des contraintes de la mission en OPEX. Donc ça aussi, c'est extrêmement protecteur pour les militaires. Et enfin, on a une irresponsabilité pénale de principe, ce qu'on appelle une excuse pénale, pour tout usage de la force, y compris létale, lorsque c'est dans le cadre d'une mission. Et donc pas uniquement dans le cadre d'une logique de légitime défense, comme c'est le cas sur le territoire national. Et donc ça, c'est très, très important pour les militaires, parce que ça prend en compte la mission et celui qui donne l'ordre de la mission. La contrainte, et c'est parfaitement légitime, c'est que le droit des conflits armés, ce qu'on appelle le DIH, le droit international humanitaire, c'est-à-dire la proportionnalité, toutes les contraintes
contraintes et que connaissent très bien les militaires qui sont formés pour ça doivent être respectées. Mais si le DIH est respecté, qu'on est dans le cadre d'une mission, il y a une excuse pénale par principe pour les militaires en OPEX. Quand je vous écoute, je me dis que forcément, vous êtes en contact très régulier avec l'état-major des armées. On est en contact très régulier déjà d'un point de vue opérationnel. J'évoquais tout à l'heure le Bureau du droit des conflits armés qui est en contact permanent avec la cellule juridique qu'on appelle JUROPS du CPCO, qui est vraiment le cœur du réacteur de la conduite des opérations. On effectue aussi toute la formation des légades qui sont eux-mêmes prépositionnés au sein des opérations au plus près du terrain. Ce sont des conseillers juridiques ? Ce sont des conseillers juridiques, mais qui sont des militaires. Donc c'est la plupart du temps des commissaires, mais qui ont en plus de leur fonction, cette fonction de légade et qui sont brevetés et qui suivent des stages extrêmement exigeants qui ont lieu régulièrement au sein de la DAJ et qui peuvent donc faire valider, qui doivent mettre à jour régulièrement leurs connaissances en matière de DIH. Et souvent, les chefs militaires, les généraux, les colonels rapportent que ce sont les conseillers qu'ils consultent souvent le plus fréquemment parce que très souvent, il faut avoir le cadrage juridique avant de décider une opération de ciblage ou telle ou telle opération. Donc ça montre qu'on est véritablement, je dirais, embarqué parce que la contrainte juridique est complètement intégrée dans la planification opérationnelle et c'est important d'être au plus près du terrain. Mais ça ne s'arrête pas là. On essaye aussi dans tout le reste de notre activité d'être en permanence en lien avec les services, que ce soit dans l'élaboration des textes, comme je l'expliquais tout à l'heure, on essaye de vraiment pouvoir être au plus près de l'expression du besoin opérationnel et de pouvoir en tirer des textes qui répondent réellement aux besoins des armées. Et on essaye également, lorsqu'on défend ou contentieux, de pouvoir intégrer la réalité, des contraintes particulières. Je pense notamment aux services de renseignement où il y a des interactions qui sont très très fortes pour pouvoir dire suffisamment pour pouvoir se défendre dans le cadre d'un échange de mémoire et en même temps pouvoir protéger les secrets de la défense nationale. Il y a également aussi les nouveaux champs de bataille et je pense notamment à ces nouveaux milieux qui prennent de plus en plus de place comme le cyber et le domaine spatial. On peut donc légitimement penser que beaucoup de questions juridiques se posent au moment où nos armées investissent ces lieux de conflictualité. Absolument, c'est un des grands défis qu'on rencontre avec cette ouverture de nouveaux champs. Je pense au cyber, je pense à l'espace. Notre ligne est plutôt d'éviter de construire de nouvelles chapelles juridiques qui seraient autonomes avec leurs règles spécifiques. Mais en permanence, de pouvoir adapter le corpus juridique du droit international public ou, lorsqu'on est en situation de conflit armé, du droit international humanitaire à ces nouveaux champs de conflictualité. Donc en matière cyber, on raisonne de manière à pouvoir qualifier une agression armée, y compris par une attaque cyber, en fonction des effets qui sont produits. On essaie de manier la notion de seuil, de gravité et d'impact, ce qui n'est pas forcément évident, mais qui peut se faire quand on voit l'impact que peut avoir un certain nombre d'attaques cyber sur des hôpitaux qui peuvent cibler des sites militaires ou avoir des impacts en vie humaine extrêmement importants. On essaie également de pouvoir les attribuer, ce qui n'est pas toujours évident. Et on a une corpus juridique qui reprend les notions de proportionnalité, les notions de ciblage qui sont traditionnelles en droit des conflits armés pour ne pas autonomiser ces nouveaux milieux et les appréhender avec, je dirais, notre principe et les valeurs et les catégories qu'on est habitué à manier. Et à l'inverse, est-ce que parfois l'ambiguïté juridique ne profite pas à nos forces ? Je pense notamment à cette fameuse question où commence l'espace, quid de cette fameuse barre des 100 km, des interrogations qui reviennent souvent en ce moment, notamment parce que l'on s'intéresse de plus en plus à la très haute altitude, et peut-être que vous aussi, du coup. Absolument, la très haute altitude fait partie des sujets sur lesquels on a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'engagements. Et ce que vous décrivez correspond à ces zones grises, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'une définition juridique, mais où sortir de l'ambiguïté peut parfois se faire au détriment de celui qui va chercher à définir des règles de manière systématique ou excessive. C'est vrai qu'au ministère des Armées, on a tendance à beaucoup écrire. C'est probablement le résultat d'une culture de la programmation, de la planification. Mais très souvent, moi, j'essaie d'expliquer qu'il ne faut pas écrire un texte. Et je passe beaucoup de temps à justifier le fait de ne pas légiférer, de ne pas prendre de texte, de ne pas élaborer de règles. C'est surprenant de votre part. Absolument, absolument. Et il y a parfois une certaine surprise de mes interlocuteurs. Et là, je crois que la très haute altitude, qui est à la fois un lieu de vulnérabilité, parce qu'on est quelque part entre les 20 km et les 100 km, sans qu'il y ait eu véritablement que ce soit la Convention de Chicago, d'objectivation de ces 100 km et de ces 20 km, où il y a un risque de vulnérabilité, mais c'est aussi une opportunité pour les armées de pouvoir les investir et de jouer de
de règles qui sont pas toujours d'une grande clarté. C'est un lieu de signalement stratégique, c'est un lieu qu'on investit beaucoup. Il y a d'ailleurs tout récemment une stratégie sur la très haute altitude qui a été élaborée. Et donc, on a plutôt intérêt à pas sortir du bois les premiers. Et de ce point de vue-là, la direction des affaires juridiques accompagne et ne cherche pas systématiquement à vouloir promouvoir un jardin à la française qui serait très carré, parce que ça peut être tout à fait notre intérêt stratégique de rester sur cette ambiguïté. Donc vous acceptez de temps en temps de ne pas être très carré, c'est ce que je retiens aussi. Alors, ce n'est pas de ne pas être carré, parce qu'on est très au clair sur les limites hautes, limites basses, et c'est accepter qu'il y a des zones indéterminées. Et comme ces zones indéterminées, il peut être extrêmement important de pouvoir expliquer aux états-majors que dans ces zones grises, ils ont possibilité de faire produire des effets opérationnels qui ne pourraient être interdits si on voulait être dans une logique d'objectivation de l'ensemble des règles de manière systématique. C'est très souvent qu'on a cette posture. Peut-être sur cette thématique aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, ce sont les fake news, la manipulation de l'information. On a l'impression que dans ce domaine, justement, la réponse juridique, là aussi, est difficile. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, puisqu'il suffit de penser au KGB dans les années de guerre froide, mais c'est vrai que les fake news ont pris une dimension tout à fait particulière ces dernières années, avec d'abord une très très forte propagation, c'est une très grande vitesse de propagation, et puis le fait qu'on peut diffuser ces fake news sans forcément avoir de dispositif avec des agents qui seraient envoyés sur un territoire, donc je dirais de capital de compétiteurs, on arrive à faire des manipulations qui sont relativement aisées. Alors c'est pas très facile à appréhender en droit, parce que ça vient percuter directement la libre expression, qui est quand même un des piliers de nos démocraties, alors qui sont certes construits sur une forme de fiction juridique, c'est-à-dire du citoyen éclairé, mais on voit bien que c'est pas très facile de pouvoir l'appréhender dans le cadre d'un état de droit. Pour autant, le droit n'est pas démuni. Il est possible d'avoir des actions en diffamation, même si c'est pas toujours d'une très grande efficacité, mais on parvient à obtenir parfois des résultats. La loi de juillet 2024 a par ailleurs doté l'État français d'un arsenal juridique qui permet d'avoir des techniques de renseignement qui permettent de déconstruire les activités d'ingérence de nos compétiteurs, d'avoir un registre des lobbyistes et qui permettent d'avoir une réponse qui soit adaptée à ce qui constitue de l'ingérence. Mais c'est vrai que c'est pas très facile, y compris d'un point de vue juridique, de faire la distinction entre ce qui relève de l'influence et ce qui relève de l'ingérence. Mais j'en retiens quand même qu'on est très souvent, nous aussi, bousculés. Je pense notamment aux accusations d'exactions au Mali qui ont eu lieu en 2022. On est très très vite renvoyé aussi à notre capacité à être exemplaire et à appliquer le droit. Et je crois que ça nous renvoie à notre devoir d'exemplarité, parce que nos compétiteurs, y compris en construisant de fausses informations, nous renvoient à ce respect de ce corpus international qu'on évoquait. Donc je crois que c'est une première leçon qu'on en tire. Et la deuxième leçon, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive à doter les militaires, et je pense que c'est une question qui dépasse les armées françaises, qui se pose pour un grand nombre de fonctionnaires, d'avoir une certaine hygiène numérique et de pouvoir les protéger, y compris dans l'accès à leurs données personnelles et à l'instrumentalisation qui peut en être fait par des compétiteurs ou des États qui ne nous veulent pas que du bien. Alors vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais de manière générale, les observateurs du monde militaire disent souvent que les principes juridiques français sont beaucoup plus fermes et restrictifs que d'autres nations. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Alors je suis d'accord et pas d'accord. Je trouve que, en réalité, ce sont pas les principes juridiques français. C'est la manière dont les Français interprètent des principes universels et qui sont partagés. Alors, il est vrai que sur un certain nombre de notions, je pense notamment à la notion de légitime défense, on a une approche qui n'est pas tout à fait celle des États-Unis, ni d'un État comme Israël, qui ont une acception beaucoup plus large, par exemple, de la légitime défense préventive. Il y a un certain nombre de débats juridiques ces derniers jours sur ce sujet, qui n'est pas un sujet que les Français reconnaissent traditionnellement. Et par ailleurs, on ne reconnaît pas non plus aussi facilement que les Américains l'usage de la légitime défense face à des groupes non étatiques. Mais c'est le revers d'une médaille qu'on cherche à préserver la souveraineté, parce que ne pas légitimer des actions armées sur les fondements, c'est aussi préserver la souveraineté. Donc je pense pas qu'il y ait une posture qui soit plus ferme ou moins ferme, c'est une attention portée à des principes de droit auxquels la France est attachée. Après, je pense, on l'évoquait tout à l'heure, qu'on a une tradition de respect du DIH de manière pragmatique. On évoquait lors de notre échange les légades qui sont embarqués en opération, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'inspiration. On contribue à former au DIH beaucoup de militaires d'armées étrangères. Je pense que c'est une réelle fierté de pouvoir avoir cette appropriation des règles juridiques de manière pragmatique, qui ne soit pas déconnectée du terrain. En 3 ans, est-ce que votre vision du monde militaire a changé ? Est-ce que vous avez changé d'avis sur certaines choses ?
Est-ce que vous les voyez différemment ? Je dirais pas que j'ai changé d'avis parce que je suis arrivée avec assez peu de certitude. En revanche, j'ai pris conscience de ce que le monde militaire, alors même qu'il est souvent présenté comme une forme de zone de non-droit, où il y a eu très longtemps ce que le doyen Henriot, qui est un grand juriste, qualifiait de cantonnement juridique des militaires, il y a une attention absolument réelle et permanente à la règle de droit. Donc ça, c'était une grande découverte. Ça m'a rassurée parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément appréhendé avec beaucoup de spontanéité dans l'opinion. Ce qui ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas de décision de transgresser ou d'intégrer un certain nombre de risques, mais on prend le temps de faire cette analyse juridique. Donc ça, c'est, je dirais, le côté très rassurant de ces premières années passées au sein du ministère des Armées. En revanche, j'ai pris conscience du changement de monde stratégique et je crois que ça, c'est quelque chose qui frappe tous ceux qui, civils ou militaires, qui travaillent dans le monde de la défense actuellement. Les militaires sont habitués aux crises, mais ils ont rarement vu une telle succession de crises avec de telles intensités. Aujourd'hui, une perspective de guerre est quelque chose qui fait partie de la réalité et qu'on avait, en tout cas ma génération, beaucoup occulté dans le cadre de la chute du mur. Moi, j'ai fait mes études dans la deuxième partie des années 90, donc c'était ce qu'on appelait les dividendes de la paix à l'époque. On se projetait beaucoup plus sur la fin de l'histoire que sur un rebond des guerres. On retrouve les conflits interétatiques, ce qui est assez nouveau, y compris au sein de la direction des affaires juridiques, alors qu'on avait plutôt manié des catégories juridiques qui relevaient des conflits non internationaux, typiquement tels que ceux qui étaient menés dans le cadre de l'opération Barkhane. On est resté longtemps avec l'idée que, notamment parce qu'on avait le parapluie nucléaire, l'arme nucléaire, et c'est l'arme de la non-guerre. Aujourd'hui, il faut pouvoir s'y préparer. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas que j'ai découvert en prenant mes fonctions. Donc ça donne un sentiment de grande responsabilité. Est-ce que ça vous inquiète aussi ? C'est forcément inquiétant parce que en côtoyant des militaires, des officiers qui savent ce qu'est la guerre, qui savent ce que c'est qu'une opération armée, on sait très bien, et l'ancien CEMA, général Lecointre, le décrit très bien dans son dernier ouvrage Entre-guerres, c'est quelque chose qui est toujours abominable. Donc il faut en revanche pas rester dans le déni. Et préparer la guerre, c'est aussi le meilleur moyen de l'éviter. Le CEMA insiste beaucoup sur ce point. Et c'est aussi parce qu'on rend possible l'exercice de la guerre avec une forme de dignité, avec des principes et des valeurs, qu'on rend la chose acceptable. Et c'est en tout cas ce à quoi essaye de contribuer la direction des affaires juridiques dans son rôle de conseil et d'accompagnement des services dans la manière dont ils mènent cette guerre au quotidien. Enfin, en tout cas, ces opérations au quotidien. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ? De conserver l'enthousiasme qui est le nôtre, qui est celui de toute la direction, pour pouvoir apporter notre meilleure contribution à un engagement qui reste un engagement qui force le respect de chacun. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? C'était tout à fait intéressant de pouvoir livrer une expérience qui reste extrêmement singulière, surtout pour un profil, je dirais pas uniquement de juriste, mais de haut fonctionnaire, d'avoir cette immersion très opérationnelle au sein probablement un des plus beaux ministères. Et je crois que c'est une des fonctions probablement les plus intéressantes et les plus passionnantes qui puissent être données à un membre du Conseil d'État. Alors, c'est devenu un peu notre question signature de fin de podcast. Avez-vous une playlist du moment à nous partager ? Alors, ça peut être une playlist vacances, une playlist boulot, à vous de nous dire. Alors, j'écoute peu de musique parce que j'ai découvert en arrivant à Ballard, je dirais notamment les podcasts et les podcasts stratégiques. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts stratégiques, notamment quand je fais du sport ou quand je me balade. Donc, j'écoute assez peu de musique en réalité. Vous essayez d'esquiver ma question là. Et je suis très fanat d'Offenbach, voilà. Et donc j'ai une playlist d'Offenbach que j'écoute beaucoup avec une appétence pour les militaires qui est très affirmée. Donc je terminerai par cette recommandation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau Defcast. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux et surtout à vous abonner. À très bientôt. Merci.